Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter. Et oui, comme d'habitude, Denise Mkendi vous balade. Nous sommes dans la circonscription foncière de Ntsele Maluku. Le site qui nous accueille ces jours s'appelle Safari Beach, tenu par un digne fils congolais, qui est l'un des miroirs non seulement de Kinshasa, mais aussi et surtout de la République démocratique du Congo. Pour l'heure, je voulais suivre les activités de son Excellence, le professeur Robert Mbingabila, ministre des Affaires foncières. Juste après, suivez l'interview. Dans son cabinet de travail, que le ministre Robert Mbingabila des Affaires foncières a reçu en audience, Madame Alice Ouedraogo de l'Association internationale de la Banque mondiale qui est venue s'enquérir de l'avancée de réformes dans le cadre de climat des affaires qui est un programme que la Banque mondiale a commencé il y a de cela un an. Madame Alice a exprimé sa satisfaction sur les réformes que le ministre Mbinga mène pour la gestion des titres de propriété, pour la sécurisation qui est très importante dans le climat des affaires, pour l'obtention des crédits dans diverses banques. Donc, sa satisfaction est que le titre de propriété est primordial. Et donc, j'étais venue m'enquérir des réformes sur la gestion des terrains et la gestion du titre de propriété. Et donc j'ai vu avec beaucoup de satisfaction que donc, le ministre avait entrepris une réforme sur la gestion des titres de propriété, notamment pour la sécurisation des titres de propriété qui, comme vous savez, sont très importantes. Et donc j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que le ministère avait déjà commencé un programme de réforme. Et donc nous nous sommes enquéris de l'avancée des États, de voir comment on pourrait continuer à appuyer le ministère pour donc rendre encore plus attractif le climat des affaires. Une délégation composite des étrangers et congolais de la diaspora qui répond aux préoccupations du gouvernement Matata Ponyo, investir dans les secteurs porteurs, lesquels sont variés et dynamiques, plus précisément dans la topographie, l'informatisation et dans la numérisation du cadastre foncier. Il y apporte expertise, technologie de pointe et le financement. Parmi eux, un Congolais, Rémi vit à cheval sur Bandundu et le Grand Kassai. Nous savons qu'en ce moment, le professeur porte un grand projet de grandes réformes sur le foncier de la République, un projet ambitieux, et nous sommes venus aussi nous acquérir de ce projet. Nous avons rencontré aujourd'hui un homme ambitieux, un homme intelligent, avec une très grande volonté de réformer le foncier du pays, en finir avec beaucoup de conflits qui traversent le pays par rapport au foncier, et une réforme qui est quand même majeure, hein, et nous pensons à notre niveau accompagner cette grande réforme. Après ces investisseurs, le ministre a donné le temps et le cadre à Mme Jojo Mbombo, figure bien connue de Somobutu, et qui ne manque pas des idées pour épauler les titres fonciers et puis les personnes vivant avec handicap, dont les préoccupations d'intégration sociale restent toujours une préoccupation pour le gouvernement. Du croisement de l'avenue de l'Université et des boulevards Sendou et Lumumba jusqu'à l'échangeur de Limité, tout cet espace sera rendu attrayant avec un aménagement à dominante végétale. Au total, 40 hectares seront exploités et embellis de part et d'autre du boulevard Lumumba, à l'instar de l'avenue Tchachi et de la place des Évolués dans la commune de la Gombe. Le gouvernement tient à l'embellissement des principales agglomérations du pays. Kinshasa est donc la métropole pilote de ce vaste programme d'embellissement des centres urbains. Le Premier ministre Matata Ponyo qui tient à ce que les villes congolaises répondent aux normes environnementales requises à inspecter les allées de cette principale artère qui mène vers l'aéroport international de Ndjili. Le gouvernement a défini les orientations pour l'embellissement des villes. Dans la perspective justement de pouvoir conditionner les populations citadines à un certain comportement civique, à un certain comportement qui respecte les normes environnementales, un comportement qui puisse susciter des comportements positifs. C'est dans cet esprit qu'on est allé voir le boulevard Lumumba sur le segment situé entre l'échangeur de Limité
et le boulevard Saint-Doué, qui est un grand espace. Nous avons été voir aussi l'espace en face du stade des Martyrs. Et dans cette vision, il est prévu qu'on fasse de la végétalisation avec la plantation des arbres pour aussi contribuer au renouvellement de l'oxygène. Cette ronde qui s'est poursuivie jusque tard dans la soirée a commencé à la première rue Limité. Les lieux choisis n'est pas fortuit. C'est à quelques encablures du siège du bureau d'études et d'aménagement urbain. Toute une symbolique. Excellence, Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. Merci une fois de plus d'accepter notre invitation de ce jour. Aujourd'hui, nous allons aborder notre thème, celui de partenariat. C'est vrai que lorsque vous avez pris les rênes du ministère des Affaires foncières, comme vous le dites souvent, ce ministère évoluait en vase clos. D'où vous est venue l'idée du partenariat et déjà, aujourd'hui, où en êtes-vous et quel est l'avantage d'avoir des partenaires? Bien, merci beaucoup. Je pense que c'est peut-être par des formations professionnelles venant dans un premier mandat ministériel des Affaires étrangères où j'ai eu évidemment à pouvoir participer à différentes rencontres entre notre pays et les pays voisins, les pays d'Afrique, d'Europe et du reste du monde. J'ai conçu l'exercice des missions des différents ministères en pensant qu'il était nécessaire de ne pas être isolé, de ne pas jouer solitaire, mais plutôt de pouvoir effectivement profiter des apports
de partenaires qui peuvent être des institutions gouvernementales comme qui peuvent également être des organismes des Nations Unies ou des institutions des Nations Unies ou des organismes non gouvernementaux qui pullulent partout à travers le monde. Parce que, comme on le dit souvent d'abord, c'est que du choc des idées jaillit la lumière, n'est-ce pas? On a besoin de pouvoir échanger avec les autres, bénéficier de leurs expériences pour enrichir la nôtre, et surtout que l'objectif qui était la mission principale qui était assignée au ministère à ma prise de fonction, c'est la réforme foncière. Nous n'avons jamais, nous, procédé à une réforme foncière dans ce pays. D'autres pays l'ont fait ou étaient en train de le faire ou sont encore en train de le faire. Donc il était nécessaire, me semble-t-il, de pouvoir nous ouvrir auprès de pays partenaires comme auprès des institutions et des organismes, de manière à pouvoir bénéficier de leur rapport. Alors où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui on est suffisamment ouverts. Les tout premiers qui ont été avec nous, c'est les Nations Unies avec l'ONU Habitat, qui était épaulé par les organismes américains du type RRI. Plus aujourd'hui nous avons les Suisses qui sont avec nous, bien entendu. On ne peut pas ne pas citer les Belges, mais il y a également des structures françaises, par exemple, qui aujourd'hui sont avec nous et qui vont aller avec nous dans la mise en œuvre de la réforme foncière, et particulièrement dans l'aspect modernisation de l'administration foncière, dans l'aspect également numérisation du cadastre. Donc je pense que nous sommes suffisamment aujourd'hui ouverts et nous avons beaucoup de sollicitations. J'espère pouvoir effectivement formaliser le cadre dans lequel nous allons travailler, le faire approuver au niveau du gouvernement pour qu'effectivement les choses se mettent en place. Mais je sais que au-delà des aspects, des apports qui sont attendus de certains bailleurs, la Banque mondiale, nous avons été à Washington, la Banque africaine de développement, il y a également des apports en termes de formation, notamment en ce qui concerne nos agents. Il y a des apports en termes de contribution, n'est-ce pas, aux échanges et à l'élaboration de textes, à la révision des textes. Nous avons des thèmes importants, par exemple, qui nous ont été suggérés lors de notre passage à Washington. C'est le problème à la fois de l'accès à la propriété foncière par la femme. N'est-ce pas? Ce sont des questions qui ne sont pas abordées aujourd'hui et qui doivent l'être parce que, vous le savez bien, dans notre pays, plus de 50% de la population sont les femmes, et ensuite elles sont celles qui sont le plus impliquées dans l'activité productrice en ce qui concerne par exemple le secteur agricole. Donc nous devons effectivement réfléchir sur comment faciliter l'accès à la terre et à la propriété foncière par la femme. Donc je suis heureux de pouvoir dire que non seulement le ministère n'est plus aujourd'hui isolé, ne travaille plus en vase clos, il a beaucoup de partenaires et il y en a beaucoup qui sollicitent effectivement de se joindre à nous, mais en plus je vois bien qu'à chaque fois que nous avons des rencontres, nous bénéficions des apports divers de ces différents partenaires. Et aujourd'hui, que peut apporter la diaspora congolaise à ce grand projet, celui de la réforme foncière? Mais je suis heureux que vous puissiez parler de la diaspora congolaise. Pour moi, ça doit constituer un corps, n'est-ce pas? Elle doit être organisée et donc elle doit être un peu comme on pourrait parler d'un groupe
organisée, n'est-ce pas, d'une ONG ou... si je regarde ce qui se passe ailleurs, par exemple, prenez des pays comme le Mali, le Bénin et tout ça, vous allez voir que dans l'urbanisation des villes, la diaspora de ces pays-là apporte beaucoup, n'est-ce pas? La diaspora est dans des pays où, par exemple, il peut y avoir des facilités de financement par rapport à l'habitat. Comme je l'ai dit quand nous étions à Bruxelles, nous sommes prêts, dans les cadres de réserves foncières que nous sommes en train de constituer, de pouvoir réserver dans ces différentes réserves foncières, à Kinshasa comme à l'intérieur du pays, des quartiers qui sont destinés aux actions, par exemple, de la diaspora dans ces secteurs de l'habitat, parce que très souvent, c'est les questions que nos concitoyens de l'étranger me posent. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons aller venir au pays? Est-ce que nous pouvons trouver des espaces pour l'habitat? Est-ce que on peut nous aider à pouvoir nous-mêmes avoir des terrains pour construire? Je réponds oui, vous êtes les bienvenus et le ministère, dans la mesure de ses moyens, lorsque nous avons des réserves foncières qui sont constituées, bien entendu, les demandes provenant de nos amis et de nos concitoyens de la diaspora seront examinées avec beaucoup de faveur. Et comme je l'ai dit, on n'attendra pas nécessairement qu'il y ait d'abord de demandes. On peut toujours, dès le départ, parce que c'est ça la vocation d'une réserve, réserver déjà des espaces qui sont destinés à nos concitoyens de la diaspora. Je les attends, moi, dans le cadre de l'urbanisation de nos cités, de nos villes, qu'ils prennent leur part à ce processus. Excellence, on va commencer par les questions de nos téléspectateurs. Je m'en vais éclaircir l'opinion que les personnes que vous voyez derrière ou autour du ministre ne sont pas les décors du studio, c'est bel et bien des conservateurs de titres immobiliers, leur chef de bureau, leur chef de cadastre. Et vous pouvez leur poser éventuellement des questions qui pourront vous répondre par SMS, bien sûr. Excellence, on va commencer par la première question. Il y a un monsieur de Kingasani qui veut savoir si un propriétaire a perdu tous ses documents parcellaires, qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir le certificat d'enregistrement? Bon, d'abord, il faut commencer par dire que ce n'est pas des documents sans valeur. Donc il faut être un peu attentif. On ne peut pas se permettre de prendre les documents par lesquels vous avez obtenu votre parcelle et les remettre aux enfants pour qu'ils aillent les poser au coin. Non, je crois que déjà il faut être attentif, il faut considérer qu'il s'agit des documents importants parce que justement ils permettent de pouvoir situer votre droit de propriété sur un lopin de terre ou sur une maison. Bien, maintenant que vous avez perdu vos documents, si vous aviez déjà les certificats par exemple, la première des choses à faire, c'est de pouvoir faire une déclaration de perte de certificat, n'est-ce pas, que vous publiez dans les journaux de la place ou dans les bulletins de l'agence congolaise de presse, parce qu'il est important que ce soit publié. Parce que vous pouvez, et ça arrive fréquemment, des gens font des déclarations mensongères de perte de certificats ou pour vol ou pour déménagement et tout. Et donc on a besoin d'un temps après cette publication, avant que vous puissiez venir retrouver nos circonscriptions foncières avec votre déclaration de perte de certificat. Normalement, nous avons, si vous avez un certificat, je dis bien, il y a un dossier maire qui existe dans nos circonscriptions foncières et sur base des pièces qu'il y a dans ces dossiers maires, on peut refaire, n'est-ce pas, le nouveau certificat à la suite de votre perte. Maintenant, le cas de notre concitoyen, c'est sûrement qu'il n'a pas poursuivi la procédure. Peut-être après avoir acheté le lopin de terre auprès de je ne sais pas qui. Je ne vais pas commencer encore à citer qui
vendent la terre mais qui ne sont pas habilités à vendre la terre. Bon, il a obtenu son lopin de terre parce que quelqu'un le lui a cédé ou le lui a vendu. Ils ont signé des papiers. Il est parti au quartier, à la commune, si il est en ville, et il a obtenu des attestations de résidence ou des attestations de... Bon, et ce sont ces documents-là qu'il a perdus. La première des choses à faire, probablement, c'est au moins d'essayer de reconstituer auprès du quartier ou auprès de la commune, ne serait-ce que les documents de base. Parce que vous ne pouvez pas venir à la circonscription foncière et dire, voilà, moi je suis propriétaire de cette parcelle-là, mais j'ai perdu tous mes documents, faites-moi un certificat. Le minimum, c'est de reconstituer de duplicata des documents que vous avez obtenus, soit de celui qui vous a vendu, soit du quartier et de la commune, et c'est sur base de ça que vous devez vous présenter à la circonscription foncière pour obtenir enfin les titres légaux de propriété. Un autre demande, à quand la construction de l'école nationale de cadastre à Lubumbashi, alors que la maquette a été élaborée depuis des années? Je suis heureux qu'on puisse être préoccupé par la construction de l'école nationale du cadastre, mais on n'a pas démarré les travaux simplement parce que pour le moment, les moyens nous font défaut, n'est-ce pas? Et je voudrais aussi dire que dans le cadre justement de ces partenariats dont on a parlé ici, nous avons posé les problèmes, notamment à la Banque africaine de développement, pour que nous puissions avoir des moyens de construire, n'est-ce pas, les infrastructures pour les différentes antennes de l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers. Donc les amis de Lubumbashi, dès lors que nous aurons conclu avec la Banque africaine de développement sur le premier projet que nous avons soumis à leur attention, je pense qu'ils seront bénéficiaires des moyens et alors on pourra se mettre à construire ces infrastructures de l'École nationale du cadastre, antenne du Katanga à Lubumbashi. Excellence, je vais vous poser une question qui comporte 3 sous-questions. Il y a un téléspectateur qui veut savoir qu'en est-il du site de Sokofort au camp Tabora à Boma chez vous. Il veut savoir s'il est loti et aussi le site de Dilandos à Limité et le site de l'Onatra à Limité. Tous les 3 veulent savoir si ces sites-là sont lotis et est-ce que les gens peuvent aller habiter là. Écoutez, la question telle qu'il me le pose, c'est difficile que je puisse savoir exactement où c'est quel site. En ce qui concerne Boma, je n'ai pas l'impression que les services de la circonscription foncière de Boma aient, au jour d'aujourd'hui, procédé à un lotissement. D'abord, je répète que nous ne parlons plus de lotissement, nous parlons des réserves foncières. Et à ma connaissance, la réserve foncière ou les sites que nous avons identifiés comme réserve foncière à Boma, ils se trouvent sur la route de Mwanda vers le nouvel aéroport. Donc, les sites Sokofort, c'est-à-dire là où il y avait l'usine de bois, en face, si je comprends bien, c'est peut-être de cela qu'il parle, entre le camp militaire et le rond-point d'Umbi, je crois, je ne pense pas qu'il y ait un lotissement qui a été fait là-bas. Mais comme d'habitude, comme il y a des espaces vides, les gens vont construire. À ma connaissance, n'est-ce pas, sous réserve d'avoir confirmation de la part de notre circonscription foncière de Boma, il n'y a pas un lotissement à ce niveau-là. Site Dilandos, ça c'est la première rue, je pense, n'est-ce pas? C'est la première rue. Mais il devrait savoir en principe qu'il n'y a pas de lotissements qui ont été faits là-bas et des démolitions ont été faites. Donc on ne peut pas dire non, il y a lotissement. S'il y a lotissement, c'est-à-dire disponibilisation du site pour l'habitat, les tracteurs ne passent pas. Mais quand vous voyez les tracteurs qui passent, c'est clair, ça veut dire qu'il n'y a pas de lotissement, que ce sont des occupations anarchiques. C'est la même chose, tous ceux qui construisent le long de rails, depuis les ponts Matete jusque même à Sokopa,
et tout, ça aussi ce sont des constructions anarchiques. C'est comme ça que régulièrement on envoie les tracteurs. J'ai eu quelqu'un qui a posé la question de savoir pourquoi vous attendez que les travaux avancent d'abord, atteignent presque la fin avant de venir démolir. Mais je pose la question, pourquoi après avoir vécu 2 ou 3 démolitions, vous vous permettez encore, vous, d'aller commencer à construire? Il faut arrêter. En parlant de démolition, il y a M. Béliziem qui a voulu qu'on cite son nom, qui veut savoir si le cimetière de Kinsuka est mis en vente pour la construction, parce qu'il remarque qu'il y a des gens qui sont en train de construire. Il est tenté d'acheter un lopin de terre. Ah ben, je peux lui dire justement de ne surtout pas risquer de donner de l'argent à qui que ce soit. Le site du cimetière de Kinsuka n'est pas loti. D'abord, le cimetière lui-même n'est pas encore désaffecté, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des conditions pour le faire. Et donc, tous ceux qui construisent là-bas le font de façon anarchique. Moi-même, j'ai eu à faire des visites sur ces sites. J'en ai eu les larmes aux yeux parce que nos concitoyens ne respectent même plus le repos des morts. N'est-ce pas? On casse les caveaux et on se met à construire avec les débris de tout ce qu'ils ont cassé là-bas sur les caveaux. Il y en a qui en font même aujourd'hui l'espace où ils étalent leurs habits une fois qu'ils ont fait la lessive. Des tombes servent de fosses septiques. C'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Et donc, l'année dernière, je pense au mois de novembre, on avait commencé la destruction là-bas. Il y a eu des difficultés, il faut le dire, parce que l'équipe qui est partie là-bas a été confrontée à la présence d'hommes en armes qui se sont même mis à tirer. Et c'est comme ça que la démolition n'a concerné qu'une trentaine, voire peut-être une trentaine de pourcents du site. Mais il faut le dire clairement, tous ceux qui construisent sur les cimetières de Kinsuka verront leur maison démolie. Parce qu'il n'est pas un site où on peut aller construire. Excellence, parlons-en. Vous voyez que dans toutes ces questions, on trouve qu'il y a aussi une main noire de vos agents. Et donc, il y a quelqu'un qui veut savoir quel est le sort qu'on réserve aux conservateurs qu'on puisse délivrer des faux documents, entre autres les certificats d'enregistrement. Vous savez, il est toujours facile d'accuser, n'est-ce pas? Le faux document qui est délivré à quelqu'un, c'est parce que lui-même, au départ, vient, soit corrompt, n'est-ce pas, l'agent, en lui apportant des fausses pièces, en disant, voilà... donc, en réalité, il y a une responsabilité partagée. Il n'y a pas un agent qui revient le matin et décide, bon, sur cette maison-là, je vais annuler les certificats qui existent et je vais établir un certificat au nom du ministre Mbunga. Il n'y en a pas un qui... C'est toujours des sollicitations. Mais lorsque nous avons des cas avérés, n'est-ce pas? C'est clair, la sanction tombe. Mais il faut le dire, la sanction, elle est administrative. N'est-ce pas? Je répète que la loi foncière ne prévoit pas de responsabilité pénale, n'est-ce pas, des agents de l'administration foncière. Et même, plus grave, fait porter la responsabilité de fautes commises par les conservateurs à l'État. Donc, je pense que là aussi, ce sont des dispositions qui doivent être changées. Il faut que chacun, surtout lorsque vous êtes à un poste de responsabilité où vous engagez l'État, on ne peut pas faire de vous un irresponsable par rapport aux actes que vous posez. Donc il y a les sanctions administratives, ce sont des suspensions qui sont prises, mais il n'y a pas pour le moment, par rapport à la loi foncière, des sanctions pénales qui sont prévues. Maintenant, parce qu'il y a faux et usage de faux, nous avons connu des cas où même un ministre qui m'a précédé a été condamné par la Cour suprême de justice pour faux et usage de faux avec les conservateurs qui avaient travaillé pour l'émission d'un titre de propriété qui a été déclaré faux, n'est-ce pas? Donc, par rapport à l'infraction de faux et usage de faux, la sanction pénale peut arriver, n'est-ce pas? Parce que, mais ça ne relève pas du ministère, ça relève de la justice.
Excellence, on va terminer sur une bonne note. Il y a l'ingénieur André Kitangou qui veut savoir à quand l'harmonisation de la loi foncière, le code forestier, la loi portant les principes fondamentaux de l'agriculture en ce qui concerne les modalités d'acquisition des terres. D'abord, je pense que je suis convaincu que notre ami l'ingénieur Kitangou suit régulièrement ce que nous faisons. Il peut se rappeler que dans le premier séminaire que nous avons fait au mois de juillet 2012, nous avions parlé déjà de la nécessité d'avoir au niveau institutionnel un cadre de concertation entre tous les ministères, n'est-ce pas, qui interagissent sur le foncier. Nous avons parlé également de l'harmonisation de différents codes, n'est-ce pas? Pourquoi? Nous avons effectivement dans les différents codes des dispositions qui sont contradictoires, qui sont conflictuelles les unes des autres, n'est-ce pas? J'ai même dénoncé cette... je ne sais pas s'il faut appeler ça pratique ou quoi, qui consiste à établir une hiérarchie entre le droit. En disant, si moi, je vous donne, comment je veux dire, un contrat d'occupation pour activité agricole ou pour activité même d'habitat, quand quelqu'un vient et reçoit ce même terrain pour une exploitation minière, eh bien, vos droits à vous sont écrasés par ceux de l'exploitation minière, qui eux-mêmes seront écrasés par ceux de l'exploitation pétrolière, si jamais il y a également de réserves pétrolières. Nous devons effectivement arriver à harmoniser nos législations pour avoir ce que j'ai appelé, moi, la législation foncière, qui doit être, en fait, la juxtaposition des différents codes sectoriels qui régissent les activités de chacun de nous. Nous avons également parlé, et c'est acté au niveau du gouvernement, de pouvoir créer un cadre de concertation, n'est-ce pas, entre les différents ministères qui interagissent sur les fonciers. Donc, ce n'est pas une décision à prendre aujourd'hui, voilà, nous avons décidé que c'est fini. Non, c'est un processus, c'est dans le cadre de la réforme. Donc on y va, on se rencontre, on discute, on voit ce qu'il faut améliorer dans chacun des codes et on progresse comme cela. Ce qui est certain, c'est que tous, nous sommes d'accord aujourd'hui que nous ne pouvons pas continuer de travailler chacun de son côté alors que ça nous pose beaucoup de problèmes. Par exemple, aujourd'hui, je suis heureux de constater que de plus en plus, on recourt au dialogue et à la négociation lorsqu'il y a des problèmes entre, par exemple, les communautés locales et les entreprises agro-industrielles qui ont des concessions, ou même minières, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, il suffisait que les villageois essaient de protester, mais on l'arrête, on les met au cachot ou en prison parce que ça c'est la concession minière de la Gécamine. Aujourd'hui on n'est plus à ça. On se rend bien compte qu'on ne peut pas, en délivrant par exemple un permis d'exploitation dans une concession minière, se mettre à jeter les villageois qui sont dans cet interland dehors en disant vous partez parce que ça c'est... Non, non, non. Donc nous devons harmoniser effectivement nos différentes législations pour qu'on ait finalement une législation foncière harmonisée et où chacun va continuer d'exercer ses activités, ses missions en tant que ministère des Mines, en tant que ministère de l'Agriculture, en tant que ministère de l'Urbanisme et Habitat, en tant que ministère de l'Industrie, sans que les activités qu'il exerce ne viennent écraser ou provoquer des problèmes dans la gestion de la terre qui est la mission du ministère des Affaires foncières. Excellence, au nom de tous les téléspectateurs, nous vous disons merci de nous accorder votre temps précieux dans ce magazine. Merci beaucoup. Et oui, comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reporter, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique qui m'accompagne. Coordonné par Gabriel Passissomba, réalisé par Ouamouchala Kiamba.
assisté de Jancy Mayele. Charmant Lelo était à l'image et au son de ce magazine, monté par Karel Devokolo. Et comme je vous le dis souvent, ce magazine est interactif et participatif. Le numéro se trouve au bas de cet écran. Participez en envoyant vos SMS à son Excellence, Monsieur le Ministre, et nous nous ferons un plaisir de le lui transmettre et il vous répondra la semaine prochaine. Je tiens à faire mes big dédicaces à Madame la DGAI de la RTNC, Madame Nicole Dibambou Kitoko Bwanga. On se retrouve la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure. Au revoir.